Time-lapse, l'heure du savoir, par Olivier Bonneton. Bienvenue dans ce 5e épisode de Time-lapse. L'être humain commença l'exploration de l'espace des milliers d'années avant le lancement de la première fusée et du premier satellite artificiel. Dans les civilisations antiques, la vision du firmament inspira d'abord la mythologie, puis la littérature. C'est plus tard que la science s'intéresse au ciel à travers l'observation des mouvements des astres. La quête des origines et de la constitution de notre univers s'égare ainsi dans la nuit des temps. Il n'est nullement question dans cet épisode de faire un récit chronologique et détaillé de l'histoire de la conquête de l'espace par l'homme. Ce serait pécher par orgueil que de vouloir résumer un tel chemin en quelques minutes. Non, je vous propose plutôt de porter le regard sur quelques hommes qui ont joué un rôle décisif dans cette histoire. On apprend trop souvent pendant ses études des savoirs en oubliant l'histoire des hommes et des femmes qui se cachent derrière ces exploits de l'esprit. Nous rendrons d'ailleurs hommage dans le prochain épisode aux femmes qui ont joué un rôle important dans l'histoire des sciences et qui justement sont souvent les grandes oubliées de cette histoire. Les voyages spatiaux prennent appui sur les 3 lois de Kepler découvertes entre 1609 et 1619 et sur la loi universelle de la gravitation de Newton, élaborée à la fin du XVIIIe siècle. Les lois de Kepler et de Newton ont permis d'élucider et de prédire le mouvement des planètes. À l'aide du principe de l'action et de la réaction, les bases pour envoyer un objet dans l'espace sont posées. Mais si la théorie le permet, encore faut-il avoir la technologie pour concrétiser ce rêve. Et pour ce faire, il faut attendre le XXe siècle, porté par les efforts militaires accomplis lors des 2 guerres mondiales pour pousser l'humanité au seuil des premières expériences spatiales. Et l'effort à fournir est important, car tout objet qui n'atteint pas une certaine vitesse, appelée la vitesse de satellisation, retombe inexorablement sur Terre, tel un boulet de canon. Et cette vitesse pour se libérer de notre atmosphère terrestre est gigantesque, 28 440 km/h. Cela ne vous dit rien car ces nombres sont trop loin de nos vies courantes pour qu'ils aient un sens. Au mieux peut-on dire que cela équivaut à une vitesse de 8 km par seconde. Faisons l'expérience suivante. Le temps de terminer cette phrase, à cette vitesse, vous avez déjà parcouru 100 km. Si l'on veut quitter la Terre pour rejoindre la Lune, il faut alors une vitesse encore supérieure pour s'arracher de l'attraction terrestre. Cette vitesse, appelée vitesse de libération, est de 11,2 km par seconde. On peut à juste titre distinguer 3 types de vols spatiaux selon les orbites décrites. Les vols balistiques, où l'engin retombe sur Terre. Notons que différents projets de tourisme spatial s'intègrent dans cette perspective. La compagnie Virgin Galactic, par exemple, propose à ce jour une inscription permettant de réserver sa place pour un futur vol spatial. Cette réservation, remboursable si vous annulez, est quand même de $1000. Leur projet, un vol balistique à 100 km d'altitude, seulement pour quelques minutes. Prix du billet, $250 000. À ce jour, 600 personnes ont déjà réservé leur billet, mais suite à l'accident mortel du pilote lors d'un essai en octobre 2014, le projet est aujourd'hui retardé. De plus, la crise du Covid-19 a fragilisé l'empire de Richard Branson, qui, pour sauver sa compagnie aérienne, doit se séparer de $400 millions d'actions dans Virgin Galactic. Ce qui est sûr, c'est que le tourisme spatial n'est peut-être pas encore pour cette décennie. Le deuxième type de vols spatiaux, ce sont les vols orbitaux, où l'engin reste en révolution autour de la Terre. C'est le cas classique de nos satellites de télécommunications et de la Station spatiale internationale, l'ISS, à une altitude d'environ 400 km, au-dessus de nos têtes. Enfin, les vols interplanétaires et interstellaires, où l'engin visite une autre planète, voire se déplace en direction d'une autre étoile, c'est le 3e type de vols spatiaux. Nous appelons ces engins des sondes et pour s'affranchir de l'attraction de la Terre et du Soleil, il faut leur communiquer une vitesse à minima de 42 km par seconde. Les sondes Pioneer 10,
Pioneer 11 et Voyager 1 et 2 ont enfin quitté notre système solaire 40 ans après leur décollage. L'étoile la plus proche sera atteinte dans environ 40 000 ans. Quand on vous dit que l'espace, c'est grand. Dans l'émission Timelapse, nous avons déjà cité Tsiolkovsky. La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie dans un berceau. Konstantin Eduardovitch Tsiolkovsky. Inspiré par les nouvelles de Jules Verne, il se passionne très tôt pour la conquête de l'espace. En 1883, il propose d'utiliser le principe de la propulsion par réaction pour se déplacer dans le vide de l'espace. Dans son livre « L'exploration de l'espace cosmique par des engins à réaction », il énonce une formule mathématique qui établit une relation entre la vitesse de la fusée, la vitesse d'éjection du gaz et la masse de la fusée et du combustible. Formule toujours utilisée aujourd'hui pour les décollages de fusées. Si le Russe a consacré sa vie à la réflexion théorique, l'Américain Robert Goddard fut quant à lui le premier scientifique à construire des prototypes de fusées. Il fut aussi inspiré par les lectures des romans de science-fiction de Jules Verne et de H.G. Wells. Le match entre la Russie et les États-Unis a déjà commencé. En 1911, il obtient un doctorat et il devient professeur de physique. De cette époque datent ses premières études sur l'utilisation de l'hydrogène et de l'oxygène liquide comme carburant, le propergol, pour le système de propulsion. Cette combinaison combustible-comburant est encore utilisée aujourd'hui dans la majorité des fusées. Le 16 mars 1926, il parvient à lancer la toute première fusée à propergol liquide. Néanmoins, cette prouesse technologique n'attire pas les foules. Goddard collabore ensuite avec l'armée américaine au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Il meurt le 10 août 1945, 4 jours après le lancement de la première bombe atomique sur le Japon. Ce qui est certain, c'est que les prémices de la conquête spatiale débutent dans l'anonymat le plus complet et l'indifférence générale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde découvre que le Troisième Reich dispose d'un spectaculaire équipement technologique conçu par ses ingénieurs et scientifiques à l'instar des fusées V2. À la fin du conflit, les pays qui luttaient contre les nazis, tout particulièrement les États-Unis et l'Union soviétique, rejettent l'idée de capturer des ingénieurs et des scientifiques allemands pour s'approprier leur savoir et leurs expériences pour développer et renforcer leur propre armement. Mais la tentation est trop forte. Malgré l'ordre donné par le président américain Eisenhower de ne négocier avec aucune personnalité liée au parti nazi, beaucoup de scientifiques vont être admis sur le territoire américain. Plus de 700 autorisations sont délivrées aux ingénieurs allemands pour rejoindre les États-Unis. Dans ce mercato des sciences, côté américain, Wernher von Braun, le père de la fusée V2, fait partie des transferts. Une excellente recrue à l'origine de l'avancée du programme spatial américain. Citons justement von Braun après un tir de missile V2 sur Londres pendant la Deuxième Guerre mondiale. La fusée a fonctionné à merveille, à ceci près qu'elle n'a pas atterri sur la bonne planète. Ainsi, les éminences grises sont réparties dans les deux camps. Tout est prêt pour que la course à l'espace débute. À vos marques, prêts, décoller. L'ère spatiale débute le 4 octobre 1957 depuis le cosmodrome de Baïkonour avec le lancement de Sputnik 1. Au cours des années suivantes, l'Union soviétique accroît son avance sur les États-Unis. Le 19 août 1960, le vaisseau Sputnik 5 décolle avec les chiennes Strelka et Bella, ainsi qu'avec 40 souris. Tout ce petit monde revient sain et sauf sur Terre le lendemain. Si l'histoire a plutôt retenu le nom de la chienne Laika, n'oublions pas qu'il s'agissait avant tout d'un aller simple. Strelka et Bella auront quant à elles plus de chance en foulant à nouveau de leurs pattes le sol terrestre en parfaite santé. Les prouesses spatiales soviétiques entretiennent un profond sentiment d'infériorité au sein de la société américaine. Les années 60 sont celles des premiers vols habités et la rivalité entre les deux grandes puissances mondiales pour la domination de l'espace s'intensifie fortement. Nous sommes en novembre 1958 et il s'agit du lancement du programme spatial Mercury du côté des Américains.
Ce programme a pour objectif de placer un homme en orbite autour de la Terre. Mais ce sont les Russes, le 12 avril 1961, qui, avec Youri Gagarin et le vaisseau Vostok, réalisent cet exploit. Pour reprendre clairement le leadership et accroître leur prestige sur la scène internationale, les États-Unis se fixent alors pour objectif d'aller sur la Lune. Le programme Apollo est officiellement lancé le 25 mai 1961 par John Fitzgerald Kennedy lors d'un discours devant le Congrès des États-Unis. Mais là encore, l'histoire a retenu le célèbre discours du 12 septembre 1962 à l'université Rice à Houston, avec sa formule devenue depuis légendaire. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Une forte pression est mise sur la NASA, dont l'expérience en matière de vol habité se limite alors aux 15 petites minutes de vol suborbital d'Alan Shepard lors de la mission Mercury Freedom 7. Envoyer des hommes sur la Lune implique de mettre au point des technologies nouvelles, de concevoir et de construire des véhicules et des combinaisons pressurisées, d'engranger de l'expérience dans les manœuvres de rendez-vous et d'amarrage, à la fois en orbite terrestre et en orbite lunaire. Ce sera le rôle des missions Gemini et Apollo de résoudre toutes ces difficultés. Après plusieurs années marquées par des échecs successifs des deux côtés du Pacifique, Luna 9, une sonde russe, devient le 3 février 1966 le premier appareil à se poser en douceur sur la surface lunaire. Du côté des Américains, les États-Unis réussissent à poser Surveyor 1 en douceur sur la Lune 4 mois plus tard, le 2 juin 1966. Avec la réussite de cette mission, les Américains semblent combler le retard sur les Soviétiques. L'URSS et les États-Unis font le choix de disposer d'un lanceur suffisamment puissant pour envoyer de lourds engins sur la Lune. Les deux nations privilégient l'envoi de 3 modules indépendants: le lanceur, le module de commande permettant le transfert de la Terre à la Lune, puis le module lunaire pour l'alunissage à proprement parler. Les Américains mettent au point ainsi la Saturn V, une gigantesque fusée à 3 étages de 110 mètres de haut. Quant aux Soviétiques, ils conçoivent le N1, appelé Hercule, lanceur à 4 étages d'une hauteur de 104 mètres. Après 4 tentatives qui se soldent toutes par des échecs, les Russes se retrouvent sans lanceur lourd, capable d'envoyer des cosmonautes et de l'équipement vers la surface lunaire. C'en est fini de l'URSS dans la course à la Lune. Encore faut-il que les Américains transforment l'essai et n'échouent pas de manière tragique. Car le programme Apollo débute sur un accident mortel qui coûte la vie à 3 personnes. Le 27 janvier 1967, 3 astronautes de la mission Apollo 1, Virgil Grissom, Roger Chaffee et Edward White, périssent dans l'incendie de leur capsule qui s'embrase en raison d'un court-circuit et d'une quantité d'oxygène trop importante. 14 mois sont nécessaires pour modifier la capsule des astronautes et la rendre plus sûre. Ce sont les missions Apollo 2 à Apollo 6, peu connues car non habitées. Apollo 7 sera le premier vol habité du programme. Nous sommes le 11 octobre 1968. Les succès s'enchaînent alors. L'horloge tourne, il ne reste plus que quelques mois avant la fin de la décennie. En ces temps de guerre froide, il ne peut y avoir 2 perdants. Les Américains s'engagent un peu plus vers la réalisation de cette utopie et détournent le regard en observant la Lune. Car sur Terre, l'enlisement et la désillusion de la guerre du Vietnam viennent leur rappeler que leur nation est en difficulté dans un conflit qui dure depuis maintenant 15 ans. Un succès politique et technologique serait le bienvenu et permettrait de réécrire une partie de l'histoire contemporaine. Une décennie calamiteuse s'achevant par un Américain sur la Lune, un véritable miracle attendu par toute une nation. Si près de l'exploit, mais aussi si près du gouffre, un faux pas, un petit faux pas pour l'homme et un désenchantement pour les États-Unis.
Tout se joue entre Noël 1968 et juillet 1969. En ce début d'année 69, Nixon accède au pouvoir. Apollo 8 fait le tour de la Lune pour Noël 68. Apollo 9 et 10, en mars et mai 69, sont les dernières répétitions avant un probable alunissage. Le feu vert est donné par la NASA pour que la mission Apollo 11 réalise le premier alunissage de l'humanité. Tout le monde connaît ensuite l'histoire. Le 21 juillet 69, Neil Armstrong pose le premier pas sur la Lune dans la mer de la Tranquillité. Lors de leur retour le 24 juillet, les astronautes sont placés en quarantaine pendant 21 jours afin de s'assurer qu'ils ne sont pas porteurs d'un micro-organisme lunaire. Les missions Apollo suivantes, 12, 14, 15, 16 et 17, sont autant de réussites. Seul Apollo 13 frôle la catastrophe. Un happy end permet néanmoins la poursuite du programme. Le 19 décembre 1972, Apollo 17 fait son retour sur Terre, mettant ainsi fin à l'un des programmes spatiaux les plus ambitieux de l'histoire. Les missions lunaires ont grandement contribué à enrichir notre connaissance sur les origines de la Lune. L'analyse des échantillons lunaires a notamment révélé que la structure interne de la Lune est proche de celle de la Terre, venant corroborer la théorie que la Lune est un bout de la Terre qui a été arraché il y a plus de 4,5 milliards d'années, lors d'une collision avec un planétoïde, une petite planète de la taille de Mars que l'on a nommée Theia. La Lune s'éclipse de notre champ de vision spatiale pendant les années suivantes, une très longue absence pendant laquelle l'homme a transformé son approche de l'espace. D'explorateur, il est devenu exportateur, un marchand proposant l'accès à l'espace pour des entreprises le plus souvent de télécommunications. Les recherches scientifiques dans l'espace font de la résistance face au budget spatial qui ne cesse de fondre comme neige au soleil au fil des ans, sûrement un effet du réchauffement climatique. Dans les années 90 et 2000, de nouvelles puissances spatiales voient le jour, le Japon, la Chine et l'Inde. L'objectif Lune est de nouveau dans la ligne de mire de ces puissances et la Chine se positionne aujourd'hui comme une future grande prétendante à la présence d'équipages sur la Lune dans les années à venir. Mais n'oublions pas les difficultés et les nombreux dangers auxquels s'exposent les équipages. L'humanité est-elle prête aujourd'hui à prendre de tels risques? Et si oui, quelles en sont les véritables raisons? Même s'il ne s'agit pas ou plus d'une course à la Lune, son accès est toujours auréolé, aujourd'hui d'une aura particulière. Le pas lunaire reste le symbole d'un bien plus grand pas, un bond de géant pour l'humanité entière. Ce premier pas en appelle un second, puis un troisième, et nous façonne un chemin vers un avenir plus incertain, car beaucoup plus risqué. Serons-nous capables un jour de rejoindre Mars, cet astre qui chaque soir dans le ciel nous défie? Ce n'est plus une course, c'est un combat. Un affrontement entre l'humanité tout entière contre le dieu de la guerre. Quel sacrifice sommes-nous prêts à faire pour remporter ce duel? Le 19e siècle nous avait promis la Lune, et l'homme a conquis Sélène. Sa peau diaphane et sa lumière blafarde n'ont offert finalement que peu de résistance. Qu'en sera-t-il de Mars, réputé pour sa bravoure, son courage, sa résistance et son agressivité dans le combat? Nous ne sommes pas encore sur Mars et notre première victoire en remportant la Lune paraît bien dérisoire face aux nombreuses batailles à mener pour conquérir Mars. Mais cela est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Je vous propose pour finir quelques livres et films à découvrir ou redécouvrir pour vous plonger dans les différents paysages lunaires. Pour les amateurs de films historiques, citons le grand Georges Méliès avec Le Voyage dans la Lune et le visionnaire Fritz Lang avec La femme sur la Lune. Deux films extraordinaires, oniriques, véritables patrimoine de l'humanité, au même titre que notre Jules Verne national, avec les ouvrages De la Terre à la Lune et la suite Autour de la Lune. Les illustrations de ces romans par Henri de Montaut ont nourri l'imaginaire d'un grand nombre d'enfants et d'adultes devenus depuis pour certains des scientifiques de renom. Les albums d'Hergé avec les aventures de Tintin sur la Lune dans
Objectif Lune et On a marché sur la Lune font partie des classiques aujourd'hui, mais rappelons quand même que ces deux albums ont été publiés en 1953 et 54, soit plus de 15 ans avant l'exploit de la NASA. Culte et mythique, citons évidemment Stanley Kubrick et son film 2001, l'Odyssée de l'espace. Une image à retenir, le monolithe trônant majestueusement sur la surface lunaire, défiant l'homme du haut de ses mensurations quadratiques. Pour l'anecdote, le film sorti en 1968 fut montré aux astronautes juste avant leur départ sur la Lune. Citons aussi le film de Ron Howard avec Tom Hanks, Apollo 13, sorti en 1995. Une phrase culte résume le film à elle toute seule: « Houston, nous avons un problème », précis, efficace et terriblement éprouvant. Une mini-série a été produite par Tom Hanks et Ron Howard à la suite du film Apollo 13. Intitulée « De la Terre à la Lune », elle raconte les choix et les sacrifices familiaux de ces hommes prêts à tout pour faire reculer un peu plus les frontières entre l'humanité et l'espace. Cette mini-série, récompensée 3 fois aux Emmy Awards en 1998 et aux Golden Globe Awards en 1999, retrace en 12 épisodes les événements marquants du programme spatial Apollo. Enfin, plus récemment, le biopic de Damien Chazelle sur Neil Armstrong dans First Man divise les spectateurs en 2 clans, ceux qui ont détesté et ceux qui ont adoré. Une vision particulière, mais où la place de la vie privée et de l'intimité de l'homme est au centre des préoccupations de ses héros. En espérant que cet épisode vous aura plu, citons pour finir William Faulkner: « Le suprême degré de la sagesse est de nourrir un rêve assez grand pour ne pas le perdre de vue en le poursuivant. »